Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, à quelques jours du référendum constitutionnel du 30 octobre, la campagne électorale bat son plein et quelques 6 millions d'électeurs appelés aux urnes doivent faire le déplacement. Le gouvernement béninois a rendu public son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021 ce 26 octobre. Analyse des contours de ce programme dans ce journal. Et puis la Fédération rwandaise de football association annonce la nomination d'un entraîneur en mai 2017. La sélection masculine de football du Rwanda est sans responsable technique depuis août 2016. Dernière ligne droite pour la campagne référendaire en Côte d'Ivoire, alors que l'opposition ivoirienne appelle au boycott du référendum du 30 octobre sur le projet de nouvelle constitution. L'exécutif mène une campagne active pour que le oui l'emporte avec une large majorité. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Commentaire Idelette Mirabel-Bissou. Meeting éclaté du RHDP, rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui fait campagne pour le oui dans les différents quartiers du district d'Abidjan. Il s'agit de sensibiliser les électeurs à travers les campagnes de proximité pour expliquer les enjeux du référendum constitutionnel. Les émissaires du camp du oui en profitent pour expliquer au public comment voter le jour du scrutin pour que le oui l'emporte. Les électeurs de Trècheville promettent de se rendre nombreux aux urnes pour voter en faveur du oui, parce que la nouvelle constitution va résoudre les problèmes du pays. Les conditions d'éligibilité, cette nouvelle constitution vient régler cela. Et nous avons le problème de foncier rural en Côte d'Ivoire qui est un problème épineux qui trouve aussi sa solution dans la nouvelle constitution. À côté de cela, nous avons aussi la jeunesse aussi qui est prise en compte avec l'école obligatoire et gratuite pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Les femmes de l'avenue 11, rue 21 de la commune de Trècheville sont également mobilisées pour voter en faveur du oui au référendum. Pour elles, c'est une avancée majeure parce que la nouvelle constitution consacre la promotion du genre dans les instances de décision. C'est l'article 35 qui m'arrange, selon les femmes, parce que les femmes aussi doivent être au-dessus des choses aussi. Il faut qu'il y ait l'égalité. Donc je voterai le oui par rapport à cela. Nous sommes pour le oui, parce que le oui nous arrange tous. Nous devrons sortir le dimanche à partir de 4h du matin pour faire sortir nos mamans, nos frères, nos sœurs pour obtenir le oui. Le dimanche, on sort. Beaucoup. Pour aller dire oui. Oui, la nation. Oui, la Côte d'Ivoire. Le référendum pour l'adoption du projet de la nouvelle constitution va se tenir le 30 octobre 2016. Les militants du RHDP de Trècheville sont confiants en l'adoption de la constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Mobilisation aux côtés de l'opposition ivoirienne. Des partis politiques réunis au sein du Front du Refus se sont réunis ce 28 octobre à Abidjan, la capitale, pour protester contre ce projet de nouvelle constitution. Ils demandent le retrait du projet constitutionnel. Atlanta va s'installer en Côte d'Ivoire. La filiale ivoirienne du groupe d'assurance marocain a reçu l'agrément de la Commission régionale de contrôle des assurances de la CIMA pour exercer l'activité d'assurance non-vie. L'assureur poursuit ainsi son expansion en Afrique, notamment de l'Ouest. Le segment non-vie est le plus dynamique en Côte d'Ivoire en raison notamment de l'obligation faite aux propriétaires de véhicules de les assurer. En 2015, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 159,3 milliards de francs CFA, en progression de 16% comparé à celui de l'année 2014. Le gouvernement béninois a rendu public son programme d'action pour le quinquennat 2016-2021, un programme articulé autour d'une ambition prioritaire, le développement économique et social du pays. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Le programme d'action du gouvernement béninois est disponible. 6 mois après son avènement, le gouvernement du président Patrice Talon a adopté ces documents au cours du conclave du Conseil des ministres le mercredi 26 octobre 2016 à Cotonou. Ces programmes d'action qui s'étendent sur le quinquennat 2016-2021 s'articulent autour d'une ambition de relancer le développement économique et social du Bénin. Ce programme prend appui sur 3 piliers. Le premier pilier, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième pilier,
engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et troisième pilier, améliorer les conditions de vie des populations. La croissance économique du Bénin en 2015 s'est établie à 5,6%. À travers ce programme, le gouvernement souhaite atteindre une croissance à des chiffres pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Pour y parvenir, plusieurs réformes sont annoncées par le gouvernement. Le programme d'action du gouvernement contient 77 réformes qui sont considérées comme des chantiers prioritaires. La mise en œuvre de ces réformes permettra de renforcer les 3 piliers dont je viens de parler et les 7 axes stratégiques autour desquels l'action publique sera déployée durant la période 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement comprend un éventail de projets d'investissement. 94 nouveaux projets prioritaires et 45 projets phares du quinquennat y sont inscrits. Le nombre total de projets s'élève à 299 pour le programme national d'investissement, évalué à 9 039 milliards de francs CFA. Rappelons que 160 projets prioritaires sont déjà en cours d'exécution. Au Sénégal, les incontournables cars rapides ont toujours un franc succès. Ce moyen de transport en commun reste le plus utilisé à Dakar, la capitale. Seul bémol, son taux d'implication dans les accidents de la route. Reportage d'Elhadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Le car rapide est le moyen de transport en commun le plus utilisé à Dakar. Ceci grâce à son prix abordable qui varie entre 50 et 250 francs CFA selon la distance. Au-delà de l'accessibilité des prix, ils desservent plusieurs endroits enclavés de la banlieue dakaroise. Cependant, ils sont souvent impliqués dans des accidents. Cela s'explique pour certains acteurs par le non-respect des règles du code de conduite par les chauffeurs et aussi les cars rapides ne répondent à aucune norme de sécurité. On ne peut pas comparer un car rapide à un particulier. Le car rapide, c'est 24 heures sur 24, alors que le particulier, c'est son lieu de travail et ensuite la maison. Ce qui justifie que les accidents sont beaucoup plus fréquents de notre côté. Quant à l'indiscipline et le non-respect du code de conduite, c'est pas tout le monde quand même, c'est juste une minorité. Depuis 1992, je conduis un car rapide et je n'ai fait que 3 accidents. Au-delà du manque de civisme noté chez la plupart des conducteurs de car rapide, la délivrance des permis de conduire se pose également. Il est impensable dans certaines démocraties avancées qu'on puisse délivrer un permis à quelqu'un qui ne le mérite pas. Le problème des cars rapides se pose. Certes, c'est de vieux cars qui, même sur le plan du contrôle technique, risquent de ne pas passer. On sait que au niveau de ces cars rapides, les freins sont souvent défectueux et les chauffeurs qui les conduisent ont un comportement qui laisse à désirer. Depuis 2005, le gouvernement du Sénégal s'est lancé dans un programme de renouvellement du parc automobile. Et selon le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, le renouvellement du parc des véhicules de transport en commun au Sénégal est en bonne voie. À ce jour, 41 milliards de francs CFA ont été investis pour le renouvellement de 1857 véhicules dans tout le Sénégal. Ce programme du CETUD envisage aussi le retrait définitif du car rapide dans la circulation d'ici 2018. Football, selon la Fédération rwandaise de football association, l'équipe nationale senior homme aura un entraîneur au cours du 2e trimestre de 2017 au Rwanda. Ce poste est vacant depuis août 2016, date de limogeage du technicien nord-irlandais Johnny McKinstry pour faute de résultats probants dans la phase de poule des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Reportage de notre correspondant à Kigali, Olivier Diacotin. Le prochain sélectionneur de l'équipe nationale senior masculine de football du Rwanda sera connu en mai 2017. À l'origine de cette décision, le manque de moyens financiers. Les Amavubi sont sans entraîneur depuis août 2016 et devront encore patienter 8 mois pour avoir un technicien à leur tête. L'entraîneur joue un rôle important dans la performance d'une équipe et je pense que le Rwanda ne doit pas priver les joueurs d'un sélectionneur sur une aussi longue période. Peut-être, comme les Amavubis n'ont pas de bons résultats, c'est pourquoi cette décision a été prise par la fédération. Mais je ne crois pas qu'on manque de moyens au point où payer un entraîneur deviendrait un luxe.
Les Amavoubi n'ont pas de compétition majeure jusqu'en juin 2017 où ils joueront les qualifications du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Le nouveau sélectionneur qui sera nommé en mai 2017 aura donc un mois pour préparer une équipe compétitive. Ça va affecter l'équipe nationale au niveau de la performance. Même je doute que ces jeunes-là peuvent trouver le ticket pour la CHAN. Ça va leur demander de travailler beaucoup et de suer même pour trouver, de raccrocher ce ticket parce qu'il n'y aura pas de match. Seulement le bagage qu'ils auront, c'est le fait d'être en championnat dans leur club. Le technicien nord-irlandais Johnny McKinstry, limogé le 18 août 2016, était le dernier sélectionneur du Rwanda. Le football rwandais est également sans directeur technique national suite à la démission le 21 octobre 2016 du néerlandais Pieter Hendrik. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.